Alors on y va. Donc que nous dit l'abeille mellifère à l'état sauvage? J'interviens, comme ce matin pour ceux qui étaient venus m'écouter, j'interviens en tant qu'entomologiste, pas en tant qu'apiculteur. Donc je m'intéresse à l'abeille mellifère comme une espèce d'insecte sauvage comme une autre. Donc de quoi parlons-nous? Je ne mets pas des abeilles mellifères sauvages, mais à l'état sauvage, parce qu'elles choisissent seules l'endroit où installer leur nid, et elles ne sont ni aidées, traitement, nourrissage, etc., ni exploitées, prélèvement de miel, etc., directement par l'homme. Je dis directement parce que des fois, il peut y avoir de l'exploitation indirecte, captage des essaims, ou de l'aide indirecte, par exemple, les gens qui vont piéger le frelon asiatique, ou même qui vont l'attraper au filet. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas directement par l'homme. Et je dis à l'état sauvage parce qu'on ne peut connaître ni la provenance des essaims, donc on ne peut pas dire qu'elles viennent d'une colonie déjà à l'état sauvage ou d'une colonie gérée. Deuxièmement, on ne peut pas connaître le statut génétique de ces colonies. On ne sait pas si c'est de la buckfast, de l'italienne, de la carniolienne pure, ou si au contraire c'est des mélanges plus ou moins subtils, ou s'il y a encore ou pas une forte proportion d'abeilles noires. Ça, on ne le sait pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est des abeilles sauvages, mais elles sont revenues à l'état sauvage. En termes scientifiques, on dirait des abeilles férales. Ceci étant dit, dans ces abeilles à l'état sauvage, on peut imaginer que certaines sont des vraies colonies sauvages, c'est-à-dire des colonies qui n'ont jamais été, ou en tout cas ça fait très longtemps qu'elles sont passées par une ruche, en tout cas leurs ancêtres, mais ça on ne peut pas le prouver et ce serait dans des régions vraiment reculées. Bien, donc on va passer les grandes fonctions des abeilles et qu'est-ce qu'elles nous apprennent en vue d'une apiculture, on va dire, plus naturelle, c'est-à-dire un apiculteur qui veut tenir compte des besoins réels de l'abeille, ou une apicultrice d'ailleurs, excusez-moi, quels sont les éléments que l'observation de ces abeilles nous amène. Donc on a dans nos régions maintenant un sacré mélange de races ou sous-espèces, comme on veut. On a donc l'abeille noire d'origine, Apis mellifera mellifera, qui se trouvait alors de la péninsule ibérique, c'est plus ou moins discuté, en tout cas du sud de la France, des Pyrénées, jusqu'au sud de l'Oural, en passant par les plaines du Nord, c'est-à-dire en contournant les Alpes et les Carpates par le nord. Donc cette abeille noire d'origine, en France en tout cas, à cause de l'apport très important de races étrangères, notamment Ligustica, l'abeille italienne, Carnica, donc l'abeille italienne, péninsule italienne, sud des Alpes, bloquée par les Alpes pour aller plus au nord et plus à l'ouest. Carnica carniolienne, elle se trouve en Slovénie et une partie de l'Autriche, donc bloquée aussi par les Alpes pour aller plus vers le nord, mais elle se trouve à l'est de Ligustica. Et puis Caucasica, qui se trouve dans le Caucase, donc en Géorgie principalement, qui a aussi été beaucoup importé à une époque. Maintenant, on a un mélange de tout ça. Pourquoi ? La reproduction des abeilles a mis longtemps à être comprise. Maintenant, ça y est, on sait comment ça se passe. En fait, la reine vierge se fait féconder en vol. On a là une ligne de pêche avec tout au bout une cage dans laquelle se trouve une jeune reine vierge. Ça a été baladé dans ce qu'on appelle une congrégation de mâles, c'est-à-dire un endroit où les mâles se concentrent pour justement féconder les jeunes femelles. Et l'odeur de cette femelle vierge a déclenché une poursuite par quelques mâles. On voit l'espèce de comète là qui se développe. Donc, ces congrégations de mâles attirant à plusieurs kilomètres à la ronde les mâles des colonies, que ce soit ruches ou colonies à l'état sauvage, vous avez un mélange de tout ça. Ça reflète les différentes races pures ou mélanges qui peuvent déjà exister dans l'apiculture et qui peuvent s'être fixés dans la nature. Donc, cette fécondation naturelle ne peut être maîtrisée que de deux manières. Soit on a une zone où on contrôle totalement les colonies présentes, c'est ce qu'on appelle des stations de fécondation. La plus célèbre était celle située le long de Dartmoor, donc une lande sans arbres
que le frère Adam a utilisé pour mettre au point sa Buckfast, une station de fécondation, ou alors on fait de l'insémination artificielle, qui a d'autres problèmes. Mais dans tous les cas, dans un pays comme la France, je pense que la conférence précédente a apporté des éléments là-dessus, c'est très difficile d'obtenir cette fécondation pure, notamment pour conserver l'abeille noire. Donc, ces mâles, en plus, il faut savoir qu'ils ne s'accouplent qu'une seule fois. Là, on voit un accouplement en vol. Ça a été une photo prise par un Américain qui a créé un dôme spécial pour pouvoir mettre des abeilles dessous et arriver à faire cette photo. C'est une des seules qui existe. Et en dessous, on a un dessin de début du XXe siècle, ou milieu du XXe siècle, qui explique. Donc, vous avez le rapprochement des pièces génitales du mâle et de la reine vierge, enfin, ou de la jeune reine en tout cas, puisqu'elle n'est vierge qu'avec le premier mâle. Il lui insémine la totalité de ses spermatozoïdes, et à partir de là, il bascule vers l'arrière, et ses pièces génitales sont arrachées, et le mâle meurt. Donc, il ne peut s'accoupler qu'une fois. Simplement, la reine, elle va vivre plusieurs années. Et elle va avoir besoin de pondre des millions d'œufs pendant plusieurs années. Et comme elle ne va sortir de la ruche pour s'accoupler au tout début de sa vie, elle doit accumuler pendant 1, 2 ou 3 vols de fécondation la totalité des spermatozoïdes. Donc elle va s'accoupler avec 4, 5, 10, 15, jusqu'à 20 mâles différents pour avoir un stock de spermatozoïdes. Donc quand c'est l'abeille noire standard, ou en tout cas quand c'est une race pure, l'abeille italienne en Italie, l'abeille carniolienne en Slovénie ou l'abeille noire en France, si c'est une race pure avant les échanges de reines, forcément les descendants seront des noirs, des carnioliennes, des italiennes. Chez nous, comme les mâles peuvent être n'importe quoi, des noirs ou des métissés de noirs, des italiennes ou des métissés d'italiennes, des buckfast, etc., on a différentes lignées dans la ruche. Et en fait, dans la ruche et dans la colonie, en fait, une colonie, c'est, quand on réfléchit bien, c'est une cohabitation entre plusieurs lignées de demi-sœurs. C'est très important pour l'évolution et pour la bonne santé des abeilles, parce que finalement, chaque lignée a ses points forts et ses points faibles, et elles se compensent les unes les autres, et on obtient comme ça une ruche beaucoup plus forte et dynamique, une colonie beaucoup plus forte et dynamique, alors que quand on fait de l'insémination artificielle, généralement, on réduit le nombre de mâles. C'est souvent aussi des mâles provenant de la même ruche, donc qui sont apparentés entre eux très fortement. Et on a une perte de cette diversité des lignées de demi-sœurs qui fait qu'on a une perte de force, en quelque sorte, de dynamisme de la colonie. Donc voilà l'intérêt de laisser librement les abeilles se faire féconder, sachant qu'on ne peut pas contrôler l'origine des mâles. Donc maintenant, on ne peut plus avoir, en laissant une fécondation naturelle, on ne peut plus avoir une race pure, sauf à avoir une station de fécondation, comme je l'ai expliqué, spéciale. Alors les mâles, il y en a plusieurs centaines qui sont élevés dans les ruches, préalablement à l'essaimage, il faut des mâles pour féconder les jeunes reines. Donc avant l'essaimage, les ouvrières lancent de l'élevage de mâles. On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs centaines de mâles élevés et qu'il y avait au maximum une dizaine de reines d'élevées à l'état naturel. Et donc les apiculteurs, certains apiculteurs d'autrefois, rationalistes à vue étroite, ont décrété que les mâles étaient inutiles. En tout cas, il était inutile d'en avoir de trop. Et il y a eu une pratique qui a été préconisée qui s'appelait le châtrage des ruches. Donc en gros, on supprimait une grande partie du couvain de mâles. On s'est aperçu depuis, en comprenant comment elles s'accouplaient, que alors déjà les mâles peuvent avoir un petit rôle dans la ruche, dans le réchauffement du couvain, par leur seule présence. Et deuxièmement, il est indispensable qu'il y ait de très nombreux mâles à la congrégation, parce que se forme au-dessus de la zone où les reines vont venir voler et se faire féconder, se forme une sorte de dôme qui protège l'accouplement de la prédation, notamment par les oiseaux. Il faut savoir que les mâles ne piquent pas, donc les reines d'ailleurs peuvent piquer, mais ne piquent que les autres reines, elles ne se défendent pas en piquant. Donc pour les oiseaux, c'est une provende très facile à capturer. Et donc ce dôme est très important parce qu'un certain nombre de mâles finalement sont sacrifiés pour que les accouplements se passent bien.
Et donc, si on supprime trop de mâles, on va diminuer cette efficacité du dôme et on va avoir beaucoup plus de problèmes de fécondation de reines qui ne reviendront pas parce qu'elles auront été mangées par des oiseaux. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'on a abandonné cette technique depuis longtemps, mais elle est revenue par la bande parce que, comme le varroa se développe bien dans les grandes cellules de mâles, il y a certaines techniques de limitation du varroa qui préconisent justement de supprimer le couvain de mâles. Donc, si tout le monde le fait au même endroit, au même moment, c'est très mauvais. Donc, il faut le faire avec précaution et en tout cas laisser toujours une partie des mâles éclore parce qu'ils sont vraiment nécessaires. Donc, deuxième partie, l'essaimage. Là, ce qu'on vient de voir, c'est la reproduction individuelle. Donc, la reine qui s'accouple avec un mâle qui pond des œufs. Les abeilles vivent en colonie. Les scientifiques parlent maintenant de super-organismes parce qu'on s'aperçoit que l'abeille individuelle, elle ne peut pas vivre toute seule. Une reine est incapable de se nourrir, encore moins d'élever sa progéniture. Les mâles sont incapables de se nourrir et même de butiner les fleurs, enfin voilà. Quant aux ouvrières, si elles n'ont pas une reine en bonne santé, si elles n'ont pas du couvain à élever, elles disparaissent très vite. Et une abeille isolée qui ne peut pas rentrer à sa ruche et qui se perd, elle meurt ou elle essaye de trouver une autre colonie pour se sauver. Donc, individuellement, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas très loin. C'est la colonie qui est le super-organisme, c'est-à-dire qui est l'individu sur lequel va agir la sélection naturelle. Donc la reproduction de cette colonie, l'essaimage, c'est très important parce que c'est lui qui va permettre de dire qu'une population est suffisamment dynamique pour supporter les pertes qu'elle subit, ou au contraire qu'il y a plus de pertes que de nouvel essaim. Donc soit la population est condamnée, soit c'est parce qu'il y a un apport extérieur, par exemple pour les populations à l'état sauvage, un apport des ruches gérées. Donc l'essaimage, donc voilà, c'est une partie de la colonie, entre 50 et 70% des abeilles. Donc il y a des ouvrières, il y a des mâles, il y a la vieille reine quand c'est le premier essaim, après une reine vierge quand c'est des essaims secondaires. Et tout ça quitte le nid et s'en va en trouver un autre. Donc ce que font les abeilles, c'est l'inverse de ce que fait l'éducation nationale, où un enseignant en début de carrière est envoyé dans les collèges ou écoles difficiles et il se trouve dans les bons lycées parisiens en fin de carrière. Chez les abeilles, c'est exactement le contraire. C'est la vieille reine, c'est les vieux qui prennent en charge tous les dangers de la vie et c'est les jeunes qui sont chouchoutés. On verra ça aussi au moment des butineuses. En fait, le moment le plus dangereux pour les ouvrières, c'est quand elles sont hors de la ruche butineuses, et elles sont butineuses à la fin de leur vie. Donc on sacrifie les vieux au profit des jeunes. Voilà, ça c'est un aparté. Donc cet essaim va chercher à se loger dans une nouvelle cavité, et il va créer une nouvelle colonie, et l'ancienne restera, la nouvelle reine restera dans l'ancienne cavité. On s'est aperçu, donc là on a une abeille victime à la fois du varroa et du virus que transmet le varroa. On s'est aperçu, notamment Thomas Seeley aux États-Unis a montré que le fait d'essaimer régulièrement diminuait beaucoup la pression des varrois, d'une manière en quelque sorte mathématique, parce que, on divise la population en deux, donc on divise les varrois en deux, dans les deux colonies, et deuxièmement, quand il y a essaimage, environ 3 semaines avant l'essaimage, il y a un arrêt de la ponte, de manière à ce qu'au moment de l'essaimage, il n'y ait que des jeunes abeilles prêtes à éclore, mais il n'y ait plus de couvain en élevage. Et cet arrêt de la ponte, comme les varrois se reproduisent justement dans le couvain, ça diminue encore plus les populations de varrois. Donc laisser librement essaimer les abeilles, c'est naturellement diminuer la pression de varrois. Par contre, quand on les maintient, quand on fait des divisions, des choses comme ça, on maintient toujours en permanence l'élevage. Il n'y a pas cet effet dépressif en quelque sorte, et donc on favorise, ou en tout cas on ne limite pas la population des varrois. Donc là vous avez une carte de colonie d'abeilles mellifères à l'état sauvage dans la forêt de Hainiche. C'est une étude qui a été faite en 2016-2017. C'est une carte exhaustive parce que ça a été fait avec un protocole où on met des stations d'appâtage qui permettent de repérer par triangulation les colonies. Et donc on voit que donc les étoiles bleues, c'est les postes de nourrissage, et puis les arbres avec des numéros, c'est les colonies à l'état sauvage, et la colonne jaune, c'est un rucher. Donc on voit que
En Allemagne, en Souabe ou en Saxe, enfin dans le sud de l'Allemagne. On voit que les arbres sont écartés d'au moins 500 mètres. Il y a l'échelle qui est peu lisible, mais les arbres les plus proches sont écartés d'au moins 500 mètres, parfois de plusieurs kilomètres. On obtient une densité de 0,13 colonies par kilomètre carré. Pour mémoire, on n'a pas de chiffre pour les densités des abeilles à l'état sauvage en France, mais on a la densité des ruches gérées. 2021, 1 800 000 colonies déclarées, ce qui fait 3,2 colonies au kilomètre carré. Donc vous voyez, c'est quasiment 25 fois plus. Et encore, ce ne sont que les colonies déclarées. Donc on voit que déjà, l'une des manières de supporter une population à l'état sauvage, on va dire autosuffisante, c'est une dispersion qui permet de limiter la dérive, donc l'arrivée de maladies d'une autre colonie, le passage du varroa d'une colonie à l'autre, etc. Donc ça augmente la bonne santé des abeilles. Ce qui fait que ces techniques-là, donc j'ai mis à la fois un rucher Sévenol traditionnel et un rucher moderne, pour montrer que c'est vieux, ça date de longtemps, qui est très intéressante pour l'apiculteur, parce qu'il n'a pas besoin de faire 500 mètres ou à plusieurs kilomètres entre chaque tronc ou chaque ruche. Cette technique-là est totalement contre-productive pour les abeilles, parce que ça facilite grandement la contamination. Donc grosso modo, une colonie a du varroa dans les semaines qui suivent par la dérive des ouvrières, des butineuses. Toutes les colonies ont le varroa, pareil pour la loque, etc. Et donc, même si c'est très, très facilitant pour nous, surtout quand on a le choix, qu'on est amateur, on a plutôt intérêt, même si on n'a que 3 ruches, d'avoir 3 ruches à des endroits différents, que de les grouper en un seul endroit. Ça leur facilite la vie. On a aussi ce qu'on appelle, dans le jargon apicole, des essaims de misère. Donc là, vous avez, c'est un essaim qui s'est mis dans une vigne. C'est un essaim du mois de septembre, vous voyez, qui est minuscule, qui est condamné à mort, hein, c'est pas possible qu'il survive en cette saison-là. Il peut avoir deux origines. Soit c'est une origine naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une colonie qui est très malade, qui peut être souffrante dans son nid. Par exemple, un nid qui va être occupé par des souris qui bâtissent un nid leur propre nid de plus en plus gros, qui occupe la cavité, qui va ronger les rayons. Déjà, les abeilles, en général, quand ça se passe comme ça, c'est qu'elles sont en mauvaise santé. Enfin bref, les abeilles préfèrent abandonner leur nid, mais c'est un suicide. C'est un reste d'un comportement qui, par contre, a toute sa valeur en région tropicale, où il n'y a pas de problème d'hivernage. Donc, une colonie qui déserte en n'importe quelle saison pourra toujours trouver de quoi se nourrir et reconstruire un nid ailleurs, et qui leur permet de gérer, entre autres, les pressions un peu trop fortes de certains prédateurs ou parasites. Je pense notamment à la teigne des ruches, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, il y a un cas où la désertion se justifie sous nos climats, en tout cas quand l'essaimage est toujours possible, c'est l'incendie. Donc, on a eu des très gros incendies. Ça, c'est une photo, je crois, qui a été prise en Suède. Les abeilles, quand il y a un incendie, ont tendance à déserter leur ruche, évidemment, pour se sauver, pour tenter de se sauver. C'est sur ce comportement que se base l'enfumoir, qui permet de maîtriser les abeilles. Alors, il faut savoir que l'abeille va réagir d'une manière positive, c'est-à-dire en se gavant de miel, en s'occupant pas de l'apiculteur et en ventilant pour essayer d'enlever la fumée. Quand on lui envoie quelques bouffées de fumée froide, c'est-à-dire une fumée qui, à température ambiante ou presque. Par contre, si on envoie trop de fumée, et surtout si cette fumée est chaude, avec un enfumoir mal maîtrisé, trop excité à l'oxygène, pour elle, c'est un signal plutôt de désertion. Et là, on risque d'avoir les abeilles qui s'en vont en disant « ça y est, on n'est plus à l'abri », etc. Donc l'enfumoir, c'est un outil très précieux pour l'apiculteur, à condition de vraiment l'utiliser à dose homéopathique et très doucement.
quand on en est à enfumer à mort pour essayer de maîtriser une colonie, c'est mal parti pour nous, c'est qu'on maîtrise pas bien la technique. Et je dois dire, moi je suis pas apiculteur, mais je l'ai été pendant deux brèves périodes, et c'est une technique que je maîtrisais assez mal. Mon enfumoir avait tendance à s'éteindre, alors je pompais à fond pour le rallumer. Il se rallumait, mais il y avait des flammes qui sortaient au travers. Enfin bref, pas de détails. Tout ça pour dire que, voilà, faut y aller mollo. Alors je ne sais pas s'il y a eu des essaims qui ont pu s'échapper de la forêt en flammes. Après, il y a un problème de retrouver des zones où se loger. Et après, il faut tout reconstituer à partir de zéro, la colonie. Donc si c'est trop tard en saison, c'est foutu. Et il faut savoir que les abeilles qui sont dans des zones où il y a naturellement des feux de forêt réguliers, qui ont été étudiés, en Afrique du Sud notamment, en fait, les feux de forêt naturels dans des zones un peu genre savane, ça va passer très vite. Ça brûle très fort, mais ça passe très vite. Et ces abeilles-là se barricadent au contraire dans leur cavité. C'est souvent dans des cavités de rochers. Elles se barricadent dans leur cavité en faisant plutôt un rideau de cire préventive. Et elles arrivent à échapper comme ça à la destruction par cette technique. Donc j'ai pas trouvé de données qui étudient la réaction des abeilles, des ruches ou pas des ruches, aux incendies en Europe. Mais il y aurait peut-être des observations à faire pour se rendre compte de comment elles réagissent et est-ce qu'elles réagissent toutes de la même manière ou différemment selon les souches. Donc la nidification, donc, à l'état naturel en zone équatoriale ou tropicale, les abeilles peuvent nicher à l'air libre, sous des surplombs de rochers ou éventuellement sous des grosses branches, ou même plus souvent sous des grosses branches. Chez nous, pour des questions d'hivernage, elles ont besoin d'être dans une cavité. Donc les cavités naturelles sont dans des arbres. Donc là, on a à gauche une cavité naturelle, un trou de pic ou une branche qui est tombée il y a longtemps et le bois a pourri. Très haut, on voit que celui-là, il doit être à plus de 8 mètres. On a aussi des cavités naturelles mais artificielles, entre guillemets. Ce sont les têtards. Il y a eu pendant très longtemps, pour diverses raisons, un certain nombre d'espèces d'arbres menés en têtard, et ça favorisait énormément les cavités. Donc les arbres têtards sont toujours très intéressants, les vieux arbres têtards à prospecter, parce qu'on a souvent des colonies dedans. Et puis, dans certaines zones, alors plutôt en montagne, là où il y a des falaises, des choses comme ça, on peut avoir une nidification à l'intérieur de cavités. Donc dans le sud, ça peut être des cavités semi-ouvertes, c'est pas un problème. L'intérêt, c'est que ça protège du vent trop fort. Par contre, dans le nord, si les cavités sont trop ouvertes, il y a trop de déperdition de chaleur et la survie est moins évidente. Grosso modo, au sud de la Loire, on peut trouver des abeilles dans des cavités. Au nord de la Loire, c'est excessivement rare. Secondairement, dans une zone aussi peuplée que l'Europe et aussi bâtie depuis au moins l'Antiquité, les abeilles se sont secondairement adaptées à nos bâtiments, avec un gros intérêt pour les vieux murs à l'ancienne. Quand je dis vieux murs, je parle moyenâgeux. Là, l'angle qu'on voit, c'est l'angle d'un contrefort d'une église romane, donc XIIe siècle. Dans le bâti un peu plus moderne, les cheminées sont très attractives. Dans le bâti, genre les maisons, les résidences secondaires ou les maisons abandonnées, les bâtiments abandonnés, ça peut être très souvent entre volets et fenêtres. Donc il y a une très grosse proportion des abeilles à l'état sauvage que j'ai repérées autour de chez moi, qui sont en fait dans le bâti et pas dans des arbres creux. Il n'y a pas de différence de survie entre celles qui sont dans le bâti et celles qui sont dans les arbres. Et puis les abeilles mellifères, dans certains endroits, manquent quand même de logements adéquats. Donc elles se logent un peu n'importe où. Donc vous voyez en haut un poteau EDF avec un petit transformateur. Et dans le trou central, là, on voit il y a une colonie qui s'est mise. Donc le poteau est creux. La colonie s'est mise dans le poteau creux. Nous avons un Christ en fonte. L'entrée se fait au niveau du boulon, puisque c'est là qu'il y a c'est là qu'il y a l'entrée. Donc ça me permet de faire toujours un mauvais jeu de mots, qui est de dire que les voies du Seigneur sont pénétrables. Voilà.
Après, on a le bidonville, ce que j'appelle le bidonville. C'était un bidon défoncé dans une décharge où s'étaient logées des abeilles. C'est vous dire qu'elles ne trouvaient rien d'autre pour se mettre à l'abri. Et puis le dernier, c'est une ruchette oubliée par un apiculteur qui est restée pendant plus de 20 ans au pied d'un arbre, qui a fini par pourrir et s'effondrer. Mais elle a été très régulièrement occupée par des abeilles qui ont squatté cet endroit-là. Donc on voit une très grande plasticité des abeilles pour se loger, avec quand même un gros intérêt pour des cavités qui sont confortables, parce que inexpugnables et bien isolées, qui sont les arbres creux et des murs épais. À gauche, la section d'une colonie à l'état sauvage dans un arbre, et à droite, nous avons une ruche d'Adam standard. Vous pouvez voir la différence d'épaisseur du bois. Donc je ne vous fais pas de détails. Dans un cas, il n'y a quasiment aucune déperdition. Dans l'autre cas, c'est une vraie passoire thermique. Normalement, à partir de 2025, ce sera interdit à la location. On verra si les abeilles sont concernées. On a fait des expériences avec un ami ici présent, il se reconnaîtra, de caméras thermiques pour essayer de détecter les abeilles dans les arbres creux. En fait, on ne détecte à la caméra thermique que des colonies dont le trou d'entrée est en bas. C'est-à-dire que la chaleur descend et s'enfuit par le trou d'entrée qui est en bas. Sinon, on ne détecte rien au travers du bois. Et quand le trou d'entrée est en haut, on ne détecte rien non plus. Parce que la chaleur descendant, non, la chaleur montant, non, alors je dis une bêtise, c'est le contraire. Quand le trou est en bas, c'est pas bon, on voit rien. Et quand le trou est en haut, c'est là qu'on voit. Voilà. Soyons logiques. Donc, c'est quasiment inintéressant d'utiliser cette technique. Par contre, quand on braque la caméra thermique sur la ruche, on voit immédiatement la forme de la grappe et des rayons, et on les voit en rouge vif. Ça veut dire qu'il y a une énorme déperdition thermique. Donc, nos ruches, standards, pas chères, au niveau de l'hivernage, obligent les abeilles à consommer beaucoup plus de réserves de miel, ce qui veut dire qu'à l'état sauvage, dans une cavité d'arbres aussi bien isolée que ça, elles vont pouvoir avoir besoin de beaucoup moins de réserves et donc pouvoir supporter des périodes difficiles comme maintenant, si elles ont finalement fait suffisamment de réserves au printemps, au début de l'été, quand c'était encore possible. Peut-être que ce qu'elles consommeront pendant le reste de l'été, à l'automne et pendant l'hiver, il y aura des réserves suffisantes pour cette consommation. Dans une ruche, très probablement pas. Autre chose, vous avez là un nid qui a été ouvert, l'arbre a été fendu en deux, et on voit au tiers supérieur, sur la gauche, l'ouverture par un petit trou rond, et on voit que le reste du nid est totalement protégé. Donc, pour les abeilles, le cœur du couvain, le cœur du nid, est dans un endroit à l'abri de toute perturbation, on va dire, météorologique, et c'est un endroit où les conditions sont parfaitement maîtrisées par les abeilles elles-mêmes. Quand on les loge dans des ruches à cadre mobile, on a un certain nombre de techniques qui disent qu'il faut vérifier sur le cadre, est-ce qu'elles se tiennent bien, est-ce qu'on voit la reine, est-ce que ci, est-ce que ça. C'est très perturbant pour elles parce que on va déstabiliser le microclimat du cœur du nid qui est le couvain. Et le bon apiculteur, on va dire le bon apiculteur âgé, est un apiculteur qui ouvre très rarement ses ruches, qui va très souvent observer plutôt ce qui se passe à la planche de vol, qui est très instructif. Il y a d'ailleurs un excellent petit livre écrit par un Allemand il y a un siècle qui s'appelle « Au trou de vol » que je vous recommande pour ces techniques-là. Par contre, l'apiculteur amateur, débutant, et je l'ai été, c'est celui qui va ouvrir toutes les 5 minutes, regarder, c'est bien, machin, qui va faire de l'animation, regarder les enfants, et une autre. Et les abeilles, je me souviens une année, j'avais fait une conférence dans une sorte de fête apicole, enfin, avec un rucher partagé. Et ils avaient commencé les animations à 9h, pardon, et à midi, dans un rayon de 200 mètres autour du rucher, on se faisait piquer systématiquement tellement les abeilles étaient énervées par ces manipulations. Donc, enfumer le moins possible, ouvrir le moins possible, c'est la caractéristique du bon apiculteur, de l'apiculteur qui respecte les vrais besoins de l'abeille. Alors, les constructions en cire.
La cavité, ce n'est pas le nid. En fait, la cavité, c'est l'enveloppe du nid. Le nid, ce sont les rayons construits en cire. Donc les rayons sont bâtis à neuf quand les abeilles occupent une cavité vide. Elles peuvent réoccuper une cavité qui a déjà été occupée, donc héritée de rayons de cire un peu anciens. Et on peut dater l'occupation de la couleur de la cire. Là, par exemple, on sait que ça fait quelques semaines seulement qu'elles y sont, parce que tous les rayons sont blancs, et on voit une abeille cirière. Vous voyez, il y a une masse de cire qui sort. Et en fait, les abeilles ont un moment donné dans leur vie où elles ont besoin finalement de sécréter de la cire. Et cette cire blanche est parfaitement saine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie, il n'y a rien, il n'y a aucun produit toxique dedans. Et donc, ça fait des rayons, les rayons neufs font des rayons d'excellente qualité pour l'élevage du couvain. Plus il va y avoir d'élevage du couvain, plusieurs générations, il va y avoir du stockage de miel et puis de nouveau du couvain, etc. On va avoir les rayons qui vont devenir orange à ces endroits-là. Enfin, d'abord jaune, quelques semaines, puis orange, quelques mois, puis brun-noir, là c'est 2-3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc les rayons trop vieux deviennent beaucoup moins intéressants pour l'abeille. Et on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçu, dans des colonies par exemple entre fenêtres et volets qu'on peut voir évoluer sur plusieurs années, qu'en fait il y a les rayons les plus vieux sont abandonnés et chaque année, elles construisent toujours des nouveaux rayons parce qu'elles ont la place de le faire. Et très probablement, il y a un certain nombre de sites qui sont occupés, puis ça disparaît pendant 1 ou 2 et puis c'est réoccupé pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus construire de cire neuve, donc la colonie meurt, ou voire la colonie déserte et passe à autre chose. Et donc j'ai mis en photo quelques cires du commerce pour les cadres. On voit qu'elle est jaune, parce qu'en fait, ce n'est pas une cire pure, une cire vierge, c'est une cire qui a été recyclée, qui contient donc déjà des molécules, alors qui peuvent être des molécules odorantes, on le sent tout de suite, donc provenant du nectar, mais qui peuvent être aussi des molécules pesticides, soit provenant de l'extérieur, soit pour la plupart provenant des traitements antivarrois. Donc le fait de sans arrêt recycler ces cires pour empêcher les abeilles, en se disant, parce que grosso modo 1 kilo de cire c'est 9 à 10 kilos de miel, hein. Donc en se disant si j'économise 1 kilo de cire, je vais gagner 9 à 10 kilos de miel, c'est un mauvais calcul, parce qu'on perd beaucoup en état sanitaire du nid et de la colonie. Donc de nouveau l'arbre creux. J'en ai mis 2, donc celui de tout à l'heure et un autre. Et on voit que ce sont des... Donc là, on voit que c'est des vieilles occupations, hein. Là, on a bien les cires noires qui montrent que ça date de très longtemps. Et dans les 2 cas, on voit que finalement, la cavité est assez étroite, mais elle est très longue, très profonde. Et que les rayons sont eux aussi très profonds. C'est très intéressant pour les abeilles, cette configuration, notamment les abeilles de chez nous qui hivernent, parce qu'elles stockent le miel en haut, et donc au fur et à mesure, elles descendent les réserves de miel. Et quand la grappe se forme au début de l'hiver, la grappe est au bas des rayons, et au fur et à mesure que les provisions sont consommées, la grappe va monter. Mais elle ne va jamais se désolidariser, puisqu'il y a continuité des rayons. On a un type de ruche qui est à la mode, qui s'appelle la ruche kenyane, qui convient très bien pour les régions tropicales, qui peut convenir pour les régions méditerranéennes, mais que je déconseille pour les régions plus au nord, parce que justement, les rayons sont de très faible hauteur. Par contre, ils sont très nombreux en nombre. Et si, au début de l'hiver, la grappe se met au bas du rayon, elle va très vite arriver en haut des 4-5 rayons qu'elle enserrera, et elle sera obligée de se désolidariser pour aller enserrer 3 ou 4 nouveaux rayons. Et là, elle risque, si c'est une période de froid, il y a des risques de perte d'abeilles par engourdissement, etc. Et ça va affaiblir la colonie, c'est pas bien. Et un exemple, une vérification par les abeilles à l'état sauvage, c'est donc une colonie qui s'est installée dans un faux plafond, et on voit qu'elles ont construit leurs rayons qui sont de très faible profondeur, hein, ça doit être 3-4 cm. Elles ont construit ces rayons
dans la longueur, de manière à ce que la grappe ne se désolidarise pas quand elle circule le long des rayons, et non pas dans l'autre sens, comme la ruche kényane. Donc, une ruche kényane adaptée à nos climats, il faudrait avoir les rayons dans l'autre sens. Donc là, par contre, c'est une validation par les abeilles à l'état sauvage d'une pratique apicole très ancienne, qui est la théorie de la bâtisse chaude, bâtisse froide. Donc en gros, quand on met les rayons perpendiculairement à la fente de vol, c'est ce qu'on appelle une bâtisse froide, parce que l'air qui rentre par la fente de vol peut circuler entre les rayons, et ça le refroidit. Et on a une bâtisse froide dans cette niche de mur qui se trouve plein sud dans le mur d'une église. Et à côté, c'est une bâtisse dite chaude, parce que là, les rayons sont placés parallèlement à la fente de vol, ce qui fait que l'air bute sur le premier rayon et ne peut pas pénétrer plus loin, ou difficilement. Et là, on voit, c'est un mur nord-nord-est, qu'elles ont construit 2 rayons de protection avec un petit espace qui permet de la circulation de l'air, mais contrairement opposé au vent dominant, et qui permet aussi la circulation des abeilles. Et donc on a une belle bâtisse chaude construite. Et donc là, c'est un mur dans une vieille distillerie, donc orienté nord-nord-est. Donc on voit bien que la théorie de la bâtisse chaude et de la bâtisse froide, elle est validée par les abeilles. Alors après, on a les ruches rondes. Bon, il y a on va dire, beaucoup d'ingéniosité qui est investie pour construire des ruches rondes, se basant sur le fait que ce serait la forme normale de la grappe et que le rond réfléchit la chaleur d'une manière égale, alors que quand on est dans une ruche carrée ou rectangulaire, il y a des angles. Ces angles sont des zones plus froides et donc il y a de la condensation, il peut y avoir des champignons. Alors, outre le fait que déjà, pour construire des ruches rondes, c'est assez compliqué, celle-là, à base un peu comme des tonneaux, n'a pas tenu le coup. Il faut savoir que l'expérience m'a montré que les colonies qui sont logées dans les cheminées sont parmi celles qui durent le plus longtemps. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que les colonies durent longtemps, mais en tout cas, l'occupation des cheminées dure longtemps. Et on peut avoir aussi des survies de plusieurs hivers, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et on voit que la section carrée ne les gêne absolument pas. Donc le fait de se focaliser sur le rond n'est pas... Ça leur apporte peut-être un peu plus de confort, je n'en disconviens pas, mais des fois l'effort fourni pour obtenir ce rond est trop important par rapport à l'avantage vraiment apporté. Donc, recycler un tronc creux pour en faire une ruche, c'est facile, c'est bien. Essayer de faire des assemblages avec des angles un peu compliqués pour obtenir la ruche ronde, c'est peut-être moins intéressant et moins pertinent. Sachant qu'elle perd en capacité d'isolation. Donc, le peu qu'on peut gagner d'un côté, on le perd largement de l'autre. Alors après, il y a laisser bâtir ou au contraire leur mettre pour les ruches leur mettre des rayons pré-bâtis. Donc on a vu que c'était une manière de recycler de la cire, de diminuer d'augmenter la production de miel puisqu'on diminue la production de cire. C'est pas forcément intéressant. À une époque, on s'aperçoit aussi que les cires gaufrées, les moules à cire gaufrée ont été faits à une époque où on avait dans l'idée que plus la cellule était grosse, plus l'abeille était grosse, et plus l'abeille était grosse, plus elle ramassait de miel, donc mieux c'était. Donc c'est pour ça qu'on a fait des cires gaufrées 750 à 800. Maintenant ça reste parce que les moules sont là, donc on fait. Par contre, quand on laisse construire, on s'aperçoit que c'est plus petit, puisqu'on a 815 à 860 cellules par décimètre carré, donc ça veut dire qu'elles sont plus petites, elles sont plus nombreuses, donc plus petites. Il y a eu à une époque un bruit qui a couru que justement ces petites cellules permettaient de lutter plus efficacement contre le varroa, selon lequel il n'aurait pas de place, etc. Toutes les études qui ont été menées pour vérifier ça ont montré que c'était faux. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une mauvaise interprétation d'une bonne observation. 2 apiculteurs biologiques américains dans les années 90 qui ont découvert ça, parce qu'ils avaient des ruches
Les essaims qui venaient se lever tout seuls, ils n'y touchaient pas, les cellules étaient plus petites et ils n'avaient pas de problème de varroa. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas lié à la taille des cellules, mais c'était lié aux essaims. C'est-à-dire que ça a correspondu à l'arrivée de l'abeille africanisée dans leur région. Et en fait, c'était des abeilles africanisées. Et elles qui sont tellement sensibles sur le plan de... Il ne faut pas les embêter. Dès qu'il y a un varroa sur elles, elles balayent. Donc en fait, elles n'ont aucun problème. Elles gèrent toutes seules le varroa sans aucun problème. Et donc le fait que les cellules étaient plus petites, ça n'avait rien à voir avec la résistance au varroa. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la fausse teigne. Dans nos régions, et pour l'apiculture, elle est considérée comme une espèce ravageuse, on va dire, nuisible, pour parler à l'ancienne. Dans l'écosystème naturel, c'est au contraire une alliée des abeilles. Je m'explique. Une colonie dynamique ne peut pas être envahie par la fausse teigne. Une colonie qui laisse passer, qui laisse se développer la fausse teigne, c'est forcément une colonie qui commence à avoir des problèmes de dynamisme. Et le travail de la fausse teigne, c'est de faire le ménage. Une cavité qui est remplie de vieux rayons noirs, elle va avoir beaucoup de mal à être réoccupée à cause justement de ces rayons noirs qui ne sont pas très attractifs. La fausse teigne va manger les déchets en passant d'une cellule, elle va faire plein de trous dans les rayons, ils vont s'effondrer, ça va tomber en bas de la cavité. Et la cavité va redevenir attractive parce que, comme elle a déjà été occupée, il y a de la propolis, il y a de la cire, ça émet une odeur très forte et les abeilles vont très vite retrouver le lieu. Donc la fausse teigne, elle permet d'accélérer la réoccupation de sites devenus sains puisque les vieux rayons abîmés, etc., ont été mangés par la fausse teigne. Donc voilà, considérer autrement la fausse teigne. Et quand on a des attaques de fausse teigne dans un rucher, il faut plutôt se demander pourquoi la colonie n'arrive plus à se défendre, plutôt que de se dire je vais détruire la fausse teigne. C'est traiter les conséquences et ne pas traiter les causes. Bien, donc nos abeilles, pour faire du miel et pour se développer, etc., butinent. C'est une opération assez... qui occupe une bonne partie de leur vie, surtout de la fin de leur vie. Grosso modo, une abeille vit 1 mois, et on peut dire que les 2 dernières semaines, la moitié de sa vie, elle butine. Donc la première matière première qu'elle ramène à la ruche, c'est le nectar, c'est-à-dire les sucres qui sont le carburant de ses muscles, donc qui lui permet à la fois de voler, d'être active et de créer la chaleur nécessaire, notamment en hiver, en faisant vibrer les muscles des ailes, s'envoler, ce qui va créer une chaleur. Et c'est cette chaleur qui permet à la grappe de survivre à des températures très fortes à l'extérieur. Donc là, on a l'étude du butinage d'abeilles en conditions naturelles, dans une forêt, la forêt d'Arnott. Au début des années 80, ça se trouve dans l'État de New York, dans le nord-est des USA. Donc, le centre des ronds, c'est là que se trouve la ruche. Les points, c'est les endroits où les dents ont révélé que des abeilles allaient butiner. Alors, c'est par période de temps, une période de 10 jours, je crois, ou de 4 jours, tous les 10 jours. Et les barres à côté, c'est la distance, le nombre de danses et de points utilisés par rapport à la colonie, à la ruche. C'est-à-dire que de 0 à 50 mètres, de 50 mètres à 100 mètres, de 100 mètres à 150 mètres, etc. Et on s'aperçoit que, en fait, les abeilles vont privilégier la proximité de la ruche, et plus on s'éloigne, moins il y a d'utilisation des fleurs. L'étalement pendant la saison de floraison, donc là ça correspond à peu près à 1 mois, on voit qu'à certains moments, le 3e rond, les abeilles se sont nettement éloignées de la colonie, de la ruche, parce qu'en fait il n'y avait plus assez de réserves, de ressources à côté, donc elles ont été obligées d'aller plus loin. Mais quelques temps plus tard, apparemment, il y a de nouveau des floraisons proches qui se sont produites, et hop, elles reviennent tout de suite à côté de la colonie. Donc ça montre quoi ? Ça montre que le rayon de vol d'une abeille butineuse peut être très étendu. Le record mesuré, c'est 11 km pour l'exploitation de la bruyère en Angleterre, avec on va dire une circonstance très particulière, c'est que les abeilles partent à vide contre le vent,
parce que les bruyères se trouvent à l'ouest des ruches, elles ne vont pas à l'est, et elles reviennent chargées, mais avec le vent dans le dos. C'est exactement pareil si vous mettez une ruche en montagne, vous verrez que les abeilles vont butiner vers le haut pour redescendre chargées, et non pas vers le bas pour monter chargées. Donc c'est comme ça qu'elles peuvent aller jusqu'à 11 km. Mais quand on voit ce genre de diagramme, on s'aperçoit que 95% de butinage se fait dans un rayon de 3 km. C'est pour ça qu'on dit il faut espacer les ruches de 3 km, ça suffit. Effectivement, il n'y a que quelques butineuses qui dépassent, donc qui seront perdues si la ruche est déplacée ou si... voilà. Mais par exemple, quand on fait de la pollinisation pour obtenir des graines pures, des fois, il faut prévoir un peu plus éloigné pour être sûr de ne pas avoir de pollen quand même indésirable qui arrive. Donc voilà le... Alors il faut savoir que les abeilles sont spécialisées dans l'exploitation des ressources importantes, c'est-à-dire elles vont préférer un grand arbre en fleurs que des patchs dispersés d'une autre espèce, mais qu'elles vont aussi rechercher plusieurs types de fleurs différentes, parce que le nectar, c'est pas seulement du sucre, c'est aussi des oligo-éléments et des sels minéraux. Et en fait, la composition de chaque nectar est différente, et le fait de butiner des espèces différentes permet de ne pas avoir de carence. Donc ça, c'est une scène de pillage. J'ai fléché les pilleuses. Le pillage, c'est un comportement tout à fait naturel chez les abeilles, même s'il se déclenche de manière, on va dire, artificielle chez les apiculteurs qui maîtrisent mal notamment soit le nourrissage, soit la récolte du miel. C'est un comportement qu'on peut qualifier de parasitisme du butinage. Donc en gros, si on prend l'abeille yéménética, l'abeille du Yémen qui se trouve dans la péninsule arabique et jusqu'au Soudan, de l'autre côté, des deux côtés de la mer Rouge, qui sont dans des déserts très secs, ce sont des zones où il peut ne pas pleuvoir pendant 18 mois. Donc vous allez avoir une pénurie de nectar et la population d'abeilles arrive à survivre parce que les colonies les plus fortes vont piller les plus faibles et à la fin il ne restera plus qu'une colonie. Mais cette colonie, en l'espace de quelques mois, une fois qu'il y a eu les pluies, elle est capable de faire 7, 8 essaims qui, 3 semaines après, vont faire eux-mêmes 2, 3, 4 essaims. Et donc on a les 16 colonies qui sont reconstituées pendant les 2 ou 3 mois favorables où il y a eu des pluies. Donc dans nos régions, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire comme on a très souvent un manque de fleurs en fin d'été et qu'on a aussi à cette période beaucoup de récoltes apicoles, eh bien, on favorise ce pillage qui a lieu beaucoup moins souvent à d'autres périodes de l'année. Ça peut intervenir en fin d'hiver sur des colonies très affaiblies qui ont encore un peu de réserve, mais sinon, le pillage, c'est le plus souvent dans des colonies mortes, donc où il n'y a pas de défense. Donc voilà, le pillage, s'il intervient dans votre rucher, c'est de votre faute, c'est que vous avez fait des bêtises, vous avez mal nourri trop. Bon, parce que ce qui va attirer les abeilles, c'est l'odeur du nectar. Et donc, la précaution, on va dire, la plus importante en période de pillage possible, c'est de sérieusement réduire l'entrée des ruches pour faciliter la défense des assiégés contre les assiégeantes. Parce que ça peut se finir par le massacre total de la colonie faible. Hein. Ça ne plaisante pas. Bien, deuxième ressource très importante trouvée sur les fleurs, c'est le pollen. Le pollen, c'est la source de protéines qui permet d'élever les larves. En fait, le pollen nourrit les jeunes abeilles ouvrières et grâce à cette nourriture riche en protéines, elles peuvent sécréter par les glandes de la bouche de la gelée royale qui va être utilisée pour élever les reines, mais aussi pour élever les jeunes larves. Et après, les larves seront nourries avec du miel et aussi du pollen. Enfin voilà. Donc le pollen est vraiment très important. Donc c'est pour ça que les abeilles vont à la fois exploiter des plantes qui ne produisent que du nectar et pas de pollen qui les intéresse. Un exemple typique, c'est le tournesol. Elles ramassent très rarement du pollen sur le tournesol. Elles sont couvertes de ce pollen parce qu'il est très collant, mais elles font rarement des boulettes. Elles peuvent avoir une exploitation des deux. Le colza, elles prennent aussi bien le nectar que le pollen, les saules, etc., le tilleul, enfin il y a plein de... Et il y a quelques espèces où elles ne prennent que le pollen, soit parce que le nectar leur est pas intéressant pour elles, soit le plus souvent parce que ce sont des espèces qui ne produisent pas de nectar. Vous avez des abeilles qui vont butiner le pollen de maïs,
Vous avez des abeilles qui vont butiner les pollens de chénopodes, etc. Donc, qui sont des plantes... en début de saison, vous avez les abeilles qui viennent butiner les chatons de noisetiers, donc qui sont des espèces ne produisant pas de nectar, mais seulement du pollen. Donc là, on voit, c'est un bocal de pollen acheté sur le marché. On voit la diversité des couleurs. Et donc, on se rend compte... Alors déjà, on se rend compte que les pelotes sont très rarement de deux ou plusieurs couleurs. En fait, elles sont monocouleurs. Ça veut dire que quand une abeille, un individu, exploite une ressource, il s'y tient. C'est un peu comme le nectar, d'ailleurs. Et deuxièmement, on voit que les couleurs sont très variées. Il y a une palette. Donc ça veut dire qu'il y a de très nombreuses espèces de fleurs qui ont été exploitées. C'est indispensable pour les abeilles. On s'est aperçu, les études ont montré que des abeilles qui étaient nourries avec un seul pollen très riche en protéines, mais unique, étaient en moins bonne santé que des abeilles nourries avec 5 pollens différents, de qualité en protéines plus faibles, mais différents, très probablement pour la même raison que le nectar, c'est-à-dire que le pollen, ce n'est pas que des protéines, c'est aussi de la graisse, c'est aussi des oligo-éléments, c'est aussi des sels minéraux. Et donc, très probablement, pour éviter les carences, il faut qu'elle butine absolument plusieurs sortes de fleurs. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire que vous avez la visualisation sur un graphique de récoltes de pollen. Je me souviens plus, c'est quand ça Donc c'est toujours la forêt Arnott, dans le nord-est des USA. C'est 4 jours consécutifs, là. Voilà. Donc ça doit être au mois de mai ou en juin. Voilà. Alors bon, on ne voit pas, mais il y a des symboles pour montrer les différentes couleurs de pollen. Mais on se rend compte qu'il y a des symboles différents. Et surtout, ces 4 jours différents, vous voyez que pendant 2 jours, ça reste à peu près constant. Et déjà, le 3e jour, c'est dispersé. Et le 4e jour, encore plus. Donc en fait, elles ont vraiment une exploitation très rationnelle de leur environnement, et dès qu'une ressource s'épuise un peu ou qu'une autre plus intéressante est disponible, elles vont basculer dessus. Les abeilles sont vraiment très très fortes pour exploiter le plus rationnellement possible leur environnement. On a une 3e récolte qui n'est pas anecdotique, bien qu'elle soit assez faible, c'est ce qu'on appelle la propolis, qui est en fait fabriquée à partir de gomme récoltée sur des bourgeons d'arbres. Sous nos climats, c'est essentiellement des peupliers. Mais on a amené des abeilles africaines. Il y a des abeilles africanisées au Brésil qui trouvent dans la flore brésilienne des sources de propolis sans problème. Donc la propolis, elle est très mal vue par les apiculteurs, sauf ceux qui la vendent, parce qu'elle colle les cadres. Donc on a sélectionné des souches de moins en moins propolisatrices pour ne pas embêter l'apiculteur. Ça pose un problème, parce que cette propolis, en fait, c'est la défense immunitaire collective des abeilles. Individuellement, une abeille est très sensible aux maladies, aux parasites, etc. Par contre, la collectivité arrive à très bien se défendre. Donc là, c'est un chapiteau de cheminée en ciment qui a été cassé, et on voit donc la cassure grise, et en dessous, c'est tout marron, parce qu'en fait, l'intégralité du nid a été couverte de propolis. Ce qui veut dire qu'il y a une pellicule qui est bactéricide contre les champignons, enfin qui est vraiment antiseptique, qui empêche les micro-organismes de se développer. Deuxièmement, c'est une pellicule qui est étanche, donc on a une suppression de l'évacuation passive de l'eau. Ce sont les abeilles qui contrôlent. Donc quand il y a trop d'eau, ça ruisselle immédiatement sur les parois. Et c'est les abeilles qui décident soit de ventiler pour évacuer cette eau, parce qu'elles trouvent qu'il y en a trop. Mais l'eau qui ruisselle sur les parois en hiver est très intéressante pour les abeilles, notamment quand elles ont du miel un peu trop épais, parce qu'elles peuvent prendre cette eau pour diluer le miel sans avoir besoin de sortir. Et on parlait tout à l'heure des angles avec les moisissures. Quand vous avez une ruche où les moisissures se développent dans les angles, c'est parce que vous avez une colonie qui n'est plus propolisatrice et qui n'a pas mis la couche de protection, qui fait que chez les autres, les angles, il n'y a pas de moisissure, il y a de la condensation, mais une condensation bénéfique puisque les abeilles peuvent l'utiliser. Donc voilà,
la propolis, embêtez-vous un peu plus avec vos cadres, mais gardez les colonies propolisatrices. Plus elles sont propolisatrices, mieux elles se défendent toutes seules contre les infections, notamment bactériennes et champignons. Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions complémentaires, j'y répondrai dans la mesure de mes moyens. Ouais. Au sujet de la propolis, les abeilles propolisent pendant une certaine période ou peuvent propoliser tout au long de l'année? C'est un sujet qui a été très peu étudié, donc on a du mal à... Le problème, c'est plutôt... Enfin, c'est pas le problème. Comme c'est récolté sur les bourgeons, c'est plutôt au printemps ou à la fin de l'hiver, et après à l'automne, quand les bourgeons nouveaux, apparemment, se sont formés. Après, ça va dépendre des espèces qui vont être exploitées. Donc chez nous, c'est plutôt des peupliers. Mais il y a d'autres arbres qui ont été cités pour d'autres régions d'Europe. On a très peu d'études de fond sur la propolis. Et elles font des stocks de propolis. C'est-à-dire que vous avez des fois des petites boules de propolis, voire des grosses boules de propolis dans un coin de la colonie. C'est parce qu'il y a eu un afflux de propolis à un moment donné, donc elles ont pu le stocker. Et au fur et à mesure des besoins, elles vont l'utiliser. Et elles ne butinent la propolis que quand elles en ont besoin. C'est-à-dire elles s'installent dans une ruche neuve, on va dire. Elles vont immédiatement propoliser les parois. Sauf si c'est parfaitement lisse. Donc, ne jamais raboter l'intérieur des parois. Laisser en brut, là, elles vont propoliser. Et si elles rentrent dans une ruche où il y a déjà de la propolis, elles ne vont pas avoir besoin de propoliser, mais par contre, cette ruche aura peut-être des fentes qui commenceront à se mettre. Donc là, elles vont boucher les fentes avec la propolis, parce que la propolis, c'est aussi du mastic. Elles peuvent utiliser... Moi, j'ai vu sur j'avais fait un nichoir abeille, mais qui copiait une ruche varée. Donc, il y avait une fente de 1 cm sur 30 cm. Il y a eu une colonie, devant les attaques de frelons asiatiques. Elles ont fait des sortes d'arches de propolis pour réduire à 5-6 trous, beaucoup plus étroits qu'1 cm, de, je dirais, 5-6 mm, la fente, ce qui leur a permis de résister au siège par les frelons asiatiques. Donc voilà, elles peuvent en utiliser toute l'année, elles ne peuvent pas en récolter forcément toute l'année, mais elles ont aussi une capacité à faire des stocks dans des coins du nid qui leur permettent de subvenir à ces besoins. Et il faut savoir aussi que les rayons, quand ils sont accrochés au plafond de la cavité ou sur les côtés de la cavité, ce n'est pas de la cire pure, c'est un mélange de cire et de propolis. C'est la propolis qui fait la colle. Et juste pour finir, si je voulais transférer une colonie dans une ruche neuve actuellement en mois d'août, est-ce que je prends un risque? Elles ne pourront pas la propoliser avant, à mon avis, l'automne, si tout se passe bien et qu'elles ont la force de le faire. Sinon, le redémarrage en fin d'hiver ou au printemps suivant. Merci. Après, si vous avez plusieurs ruches et que vous voyez qu'il y a des endroits, dans certaines ruches, il y a des épaisseurs de propolis, vous raclez pour faire une boulette que vous mettez au fond de la ruche, elles viendront prendre dedans pour propoliser. Hein. Vous pouvez faire ça. Merci pour votre présentation. Ça fait plaisir que l'abeille existe à l'état sauvage. On croyait qu'elle n'existait plus. Ça a été bien démontré avec ce travail. Mais non, la santé de l'abeille à l'état sauvage n'a pas encore étudié en France, à ma connaissance. C'est facile de déduire qu'elle est en meilleure santé, pas seulement par la sélection naturelle stricte, mais aussi parce que la cavité est tellement irrégulière qu'elles vont accumuler plus de propolis, ce qui va sanitiser et éviter, prévenir des maladies bactériennes ou autres. Et alors, c'est plus le cas que c'est un risque sanitaire pour l'apiculture. Au contraire, ils sont en meilleur état de santé. Donc là, effectivement, l'état de santé des colonies à l'état sauvage a été très rarement étudié en France, ou même dans le monde en général. Il n'y a que des études très partielles.
Enfin, grosso modo, on peut en tirer la même conclusion que pour, par exemple, la grippe aviaire. C'est-à-dire que si effectivement elles peuvent être malades, c'est plus souvent les colonies domestiques qui transmettent la maladie aux colonies sauvages que le contraire, notamment pour cette raison de dispersion que je vous ai expliquée. Deuxièmement, quand on a des données, on s'aperçoit qu'elles peuvent résister naturellement. Par exemple, dans les années 1880, il y a quelques ruches, peut-être une seule, qui ont été introduites dans une île au large de la Californie américaine, enfin USA, donc de la Californie du Nord. Et puis ça a été abandonné parce que c'était une île très sèche, il n'y avait pas d'agriculture possible, ça a été abandonné. Et ça a été mis en réserve naturelle, en parc naturel dans les années 70. Et ils ont commencé à réfléchir, comme l'île était totalement envahie par... Enfin, il y avait beaucoup... La flore sauvage était très concurrencée par des plantes européennes introduites. Ils se sont dit, comme c'est des îles, on pourrait, en les supprimant, ces plantes, on pourrait peut-être reconstituer la flore californienne d'origine. Et ils se sont aussi aperçus que pour supprimer ces plantes, il fallait malheureusement supprimer les abeilles, parce qu'elles les fécondaient préférentiellement, enfin elles les butinaient préférentiellement, et donc elles avaient une plus grosse production de graines que les plantes locales. Et en détruisant plus de 270 colonies pour éradiquer la population, ils se sont aperçus qu'il y avait des traces de loques, mais des traces de loques anciennes, et que la population était naturellement résistante à la loque. C'est-à-dire que la loque a été introduite très probablement avec cette colonie unique ou ces quelques colonies, et comme on les a laissées tranquilles, elles se sont débrouillées toutes seules. Donc on voit qu'elles évoluent bien. On a aussi en France les premières citations de résistance de colonies au varroa se trouvent dans les revues apicoles du début des années 90. C'est arrivé entre 82 et 88. Le territoire français a été envahi entre 82 et 88. Et dès le début des années 90, on a des témoignages de gens, d'apiculteurs, qui disent « mais on dit que le varroa tue tout et qu'elles ne peuvent pas survivre si on ne traite pas, mais j'ai dans la tête là, un article d'un apiculteur du Gard qui disait « moi je connais un vieux mas abandonné, ça fait 5 ans qu'il y a des abeilles derrière 3 ou 4 fenêtres, derrière les volets de 3 ou 4 fenêtres, et c'est les mêmes colonies, parce que je peux les vérifier par l'autre côté, par l'ouverture, en fait, par la vitre. » Et il disait voilà, moi je traite mes ruches et elles meurent, et il y a des colonies qui arrivent à survivre à l'état sauvage. Donc ça, on l'a su assez vite, mais bon, les autorités sanitaires et, on va dire, l'apiculture mainstream n'en a absolument pas tenu compte et a continué à traiter sans vouloir faire apparaître de souches domestiques naturellement résistantes. Donc, à l'état sauvage, elles sont plus... grâce à la sélection naturelle, elles sont effectivement plus résilientes face aux maladies, etc. Par contre, quand on a fait des essais, quand on a utilisé en apiculture ces colonies résilientes, on s'est aperçu que cette résilience se payait par une baisse de la production. En gros, de 10 kilos pour un cas présent, un cas particulier, les abeilles de Tunisie résistantes naturellement au varroa, c'est 10 kilos de miel en moins en moyenne par colonie. Alors, le calcul de l'apiculteur professionnel est vite fait. Le prix de lanières apivare et le prix de 10 kilos de miel, on a intérêt à prendre des lanières et à avoir 10 kilos de miel en plus. Donc voilà pourquoi aussi on n'a pas tenu compte de ces très intéressantes données fournies par l'abeille soumise à la sélection naturelle, parce qu'il y a des intérêts, on va dire, économiques qui s'y sont opposés. Moi, j'ai une réponse. C'est-à-dire que j'ai appris, en fait, à mieux définir ce qu'était l'abeille sauvage. Voilà. Et en même temps, du coup, je suis à nouveau en questionnement, parce que si l'abeille sauvage est ni aidée ni exploitée, et les abeilles avec lesquelles je travaille, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus des abeilles domestiques. Et je veux surtout pas avoir me dire voilà, j'ai des abeilles domestiques. D'ailleurs, j'ai horreur de ce terme, parce que pour moi, c'est un chien est animal domestique. Mais les abeilles, dans ma conception, c'est impossible. Donc, du coup, entre des abeilles sauvages qui vivent librement et sans l'intervention de l'homme,
et des abeilles qui vivent dans des ruches et où l'approche de l'apiculteur est minima, quel nom pourrait-on leur donner? Ah bah, y a plein de noms possibles. J'ai utilisé plusieurs fois un synonyme d'abeille domestique, parce que moi non plus, je ne considère pas qu'elle soit domestique, pour plusieurs raisons. Enfin, ce synonyme, c'est abeille gérée, colonie gérée. C'est-à-dire gérée, c'est-à-dire que l'homme intervient. Voilà. Donc il y a opposition entre à l'état sauvage où l'homme n'intervient pas, géré où l'homme intervient. Pourquoi moi je pense comme vous qu'elles ne sont pas domestiques? Parce que même si on a beaucoup modifié la génétique et que notamment on a maintenant des races, enfin même, c'est même pas des races, c'est des races hybrides, c'est des lignées hybrides, notamment la Buckfast, qui sont incapables de se débrouiller sans l'homme. Elles meurent très vite parce que c'est un peu comme les races, les Schleswig-Holstein, là, qui produisent 10 000 ou 20 000 ou je sais plus, 50 000 litres de lait par an. Le veau, il serait incapable de les téter, elle mourrait de congestion des mamelles tout de suite. Donc ces abeilles-là, la grande masse des abeilles, elles se débrouillent toutes seules, elles sont capables de retourner à l'état sauvage sans soin s'il le faut. Et notamment, c'est ça parce que on ne maîtrise pas la nourriture des abeilles. On est obligé de laisser les abeilles librement butiner, même si on nourrit avec du sirop, on ne peut pas nourrir 100% avec du sirop, ou alors la colonie va très vite disparaître et on est obligé d'en remettre une autre, etc. Parce que les Chinois, certains Chinois, pas tous, il ne faut pas non plus, mais disons certains apiculteurs intensifs chinois sont spécialisés là-dedans, dans la production de miel de sucre. Et quant au pollen, c'est impossible. On n'a pas trouvé, on a essayé. Il y a eu des expériences sur les farines de légumineuses, des trucs comme ça, mais bon, ça marche pas. Donc on est obligé de les laisser butiner, et dans ce sens-là, elles sont toujours sauvages. On ne fait que les exploiter, un peu comme au néolithique. On les a rapprochées de la maison, mais on continue à les exploiter comme on exploitait l'arbre creux où on grimpait avec des lianes, enfin comme on peut voir les gens dans l'Himalaya, ou comme on peut voir certaines peintures rupestres là, où ils grimpaient pour récolter dans un panier. On en est encore à ce niveau-là, même s'il y a des soins un peu plus perfectionnés. C'est toujours elles qui vont chercher leur nourriture où elles veulent, et c'est la nourriture qu'elles veulent, c'est pas la nourriture qu'on peut leur imposer. Cette question, en fait. Ah oui, la question. Oui, moi, je dirais, vous avez des colonies gérées, vous n'avez pas des colonies à l'état sauvage, mais vous avez des colonies gérées d'une manière soft et non pas d'une manière hard. Parce que, évidemment, il y a toute une palette d'interventions. À partir du moment où l'abeille elle est dans une ruche et qu'on ouvre cette ruche c'est de la gestion, mais voilà, ça peut être très fait. Gérer, moi, ça me gêne parce que dans la notion de gestion, il y a une notion aussi de contrôle. On supervise, on regarde pour les amener dans une direction. Or, globalement, l'apiculture douce ou naturelle, c'est pas de la gestion. J'ai envie de dire, c'est plus de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, mais disons, c'est une forme de gestion qui vise à ce qu'elle se débrouille toute seule, mais c'est de la gestion. Parce que vous récoltez quand même du miel. Si c'est possible. Voilà. Donc, il y a une intervention. Simplement, ce miel, je suppose que vous faites attention aux réserves, etc. C'est vraiment que le surplus. Il faut savoir que l'abeille est naturellement programmée pour faire des surplus. J'ai eu 2 ou 3 fois l'occasion de faire des nettoyages de colonies, enfin de nids, qui se trouvaient notamment sous des toitures, donc qui n'avaient pas de problème de place. Et on s'aperçoit que, comme je vous l'ai dit, elles construisent chaque année des rayons neufs, elles ont besoin de construire des rayons neufs, elles en abandonnent des vieux. Et on trouve régulièrement des rayons pleins de miel moisi qu'elles ont abandonnés à un moment donné, c'est-à-dire qu'elles avaient naturellement trop de miel. Donc, de ponctionner ce surplus, c'est une apiculture soft qui respecte l'abeille, etc. Mais c'est une gestion. Voilà. Donc, pour ça que je dis abeille gérée, c'est pour dire qu'à un moment donné, l'homme intervient. Alors, ça peut être légèrement, mais il intervient. Et pour en revenir à la question du miel, la dérive de l'apiculture, c'est pas seulement de vouloir de plus en plus de miel, c'est que on a d'abord utilisé le miel, puis après, même peut-être on a commencé par utiliser la cire.
puisqu'on a des traces d'utilisation de cire dès le Paléolithique. Enfin, on a utilisé la cire et le miel, et puis après on est passé à utiliser le pollen, puis on est passé à utiliser la propolis, puis maintenant on utilise la gelée royale, c'est-à-dire on les présure de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et votre type de gestion, c'est une gestion très très soft, qui est très proche, qui permet d'avoir effectivement des souches très proches de l'abeille à l'état sauvage, mais ça reste des colonies gérées selon la définition que j'ai donnée au début. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec l'abeille chinoise qui est incapable même de se nourrir maintenant, il faut lui apporter le pollen, mais elle produit des reines à tire-larigot et ça permet d'avoir de la gelée royale à fond la caisse. 5 minutes et c'est fini. Donc. Si on ne prend aucun produit des abeilles, est-ce qu'il y a un intérêt pour les abeilles à ce qu'on ait des ruches sur les... Après, l'abeille, comme je vous l'ai montré, peut avoir une crise du logement. Donc le fait qu'il y ait des ruches mises à leur disposition, elles peuvent spontanément les occuper. Deuxièmement, le principal service que l'abeille rend à l'homme, c'est pas la production de miel, c'est la pollinisation. Et donc il peut être intéressant d'avoir des abeilles dans des ruches, parce qu'il peut être intéressant à certains moments de déplacer la ruche de manière à obtenir un service de pollinisation plus ciblé, on va dire. Donc c'est une manière, ce sera de la ruche gérée, puisqu'on la déplace, mais d'une manière soft, et pour n'utiliser que ce service de pollinisation, lui laisser l'intégralité de ses réserves. Dans les ruches qu'on peut trouver dans le commerce, quelle géométrie se rapproche le plus de ce qu'on trouve à l'état sauvage? Vous avez esquissé une réponse tout à l'heure, mais je sens qu'il n'y a pas tout. À l'état sauvage, c'est de la cavité irrégulière, beaucoup plus haute que large, en climat non méditerranéen. Je précise, en climat méditerranéen, ici, c'est beaucoup plus... On peut avoir des ruches carrées, on peut avoir des cavités dans du... Voilà. C'est parce que la cavité haute et étroite, enfin, profonde et étroite, c'est lié au froid de l'hiver. Voilà. Donc, c'est ça. Après, si vous êtes dans le nord, des parois très épaisses. Si vous êtes dans le sud, les parois peuvent être moins épaisses. Mais on peut se demander si, avec les canicules qu'on connaît, c'est pas aussi efficace en été d'avoir des parois épaisses pour mieux gérer la baisse de la température par l'évaporation de l'eau. Donc peut-être qu'il faut des parois épaisses. Voilà. Si possible du bois, mais elle s'accommode de tout, notamment elle s'accommode de la pierre, donc elle s'accommode du ciment, elle s'accommode du métal, on a bien vu. Mais bon, une ruche en métal n'a aucun intérêt. J'avais lu un article dans une vieille revue apicole. Le gars, il avait chez lui une dizaine de ruches en béton armé parce qu'il était au bord de la mer, de l'Atlantique. Et en fait, c'est un apiculteur allemand qui était officier de la Wehrmacht qui avait fait fabriquer par ses soldats des ruches, mais comme il n'y avait pas de bois, ça coûtait trop cher. Enfin bref, il n'y avait pas de bois. Et que c'était le mur de l'Atlantique en construction, ils avaient du béton. Et ils avaient construit des ruches. Et le gars utilisait encore ces ruches en béton. D'ailleurs, je crois qu'il y a 1 ou 2 ruches en béton qui datent de l'exposition universelle, qui sont dans le rucher pédagogique de la Société d'apiculture de France, qui se trouve dans le jardin du Luxembourg à Paris. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment, cette isolation est intéressante. Il faut des petites entrées, 3-4 décimètres carrés, centimètres carrés par contre, pardon, c'est bien. Par contre, dans une région comme ça, peut-être une entrée plus importante, c'est intéressant en été pour pouvoir ventiler plus facilement. Mais il n'y a pas de ruche idéale au sens où les abeilles, finalement, chaque cavité a ses avantages et ses inconvénients, mais il n'y a pas une cavité parfaite sans inconvénients. Je voudrais savoir, chez moi j'ai une dizaine de tilleuls et merci. Donc je disais, il marche pas. Merci. Donc je disais que chez moi j'ai une dizaine de tilleuls et les abeilles que j'ai, et les abeilles aussi sauvages, parce que j'habite en forêt, elles butinent systématiquement 3 tilleuls et non pas les autres. Les autres fleurissent aussi. Et il y a un tilleul qui est à plus de 200 ans, celui-là il est toujours butiné.
Et après, il y a 2 autres tilleuls qui sont plus petits et qui sont systématiquement butinés. Les autres tilleuls ne sont pas butinés. Et Il faudrait voir si c'est pas des hybrides avec les 3 qui sont butinés. Je mets ma main à couper que c'est des Tilia cordata, le tilleul à petites feuilles naturelles dans nos forêts. Mais il y a eu des importations de tilleuls, notamment des Balkans, etc., notamment le tilleul argenté, qui lui n'est pas du tout intéressant pour les abeilles. Et s'il y a eu des hybridations, ça peut être un nectar qui est absolument pas intéressant pour elles. Et la masse, surtout un tilleul de 200 ans, la masse du tilleul, des 3 tilleuls intéressantes est tellement importante que les autres, elles les négligent. D'accord. Parce que je suis presque sûr que c'est la même variété. Je pense que c'est le gros tilleul qui a peut-être, j'allais dire, essaimé. Oui, mais comme il a été pollinisé et qu'il a pu être pollinisé avec du pollen de tilleul argenté, on ne sait pas. Ok. Alors, il faudrait voir si les feuilles sont exactement les mêmes ou pas, si c'est la même taille, voilà. Il y a quelques petits détails comme ça à voir. Mais une des hypothèses que j'aimais, c'est ça, c'est-à-dire une hybridation qui fait que les autres sont moins intéressantes. Après, ça peut être que c'est les 3 tilleuls les plus précoces. Et une fois qu'elles sont sur ceux-là, elles n'ont pas besoin d'aller sur les autres. Elles restent, ça leur suffit et c'est fini. Ok, merci. Bien, donc c'est fini. Je vous remercie.